sont apparus de nulle part, même les radars ne les avaient pas détectés. Au moment où le capitaine Toms a aperçu les deux MiG-21 fonçant vers lui, il était déjà trop tard pour réagir. Ces chasseurs étaient plus petits que son F-105 Thunder Chief, pesant environ la moitié de son poids, mais ils transportaient un arsenal mortel de missiles verrouillé sur sa queue. Toms a enfoncé la manette des gaz, son corps entier se comprimant contre son siège tandis que son appareil déchirait le ciel à près de 2 fois la vitesse du son. Les jets de fabrication soviétique auraient normalement été distancés à cette allure, mais lorsque le capitaine a jeté un coup d'œil sur ses flancs, les prédateurs étaient toujours là, implacables dans leur poursuite. La dernière image que Toms ait jamais vue fut l'éclair blanc et brûlant d'un missile filant droit vers lui, puis plus rien. Avec ces assassins en liberté dans les cieux vietnamiens, aucun pilote américain n'était en sécurité. Mais comment les soviétiques avaient-ils réussi à créer une telle machine de guerre capable de terrasser les meilleurs avions américains ? L'histoire commence bien avant le Vietnam, dans les champs dévastés de l'Union soviétique pendant l'été de l'année 1941. Des centaines d'ombres sont descendues des nuages au-dessus des bases aériennes soviétiques, leurs grondements se faisant de plus en plus forts à mesure qu'elles se rapprochaient de leur proie au sol. Le soleil était encore à des heures du lever, et personne sur le terrain ne pouvait voir ce qui planait au-dessus de leur tête dans l'obscurité complète. Sur les bases aériennes dispersées dans les plaines soviétiques, des centaines des meilleurs appareils de la nation reposaient exposés à ciel ouvert, sans aucune protection. Les bombes ont commencé à pleuvoir par vagues successives, secouant la terre à chaque détonation violente. Les explosions ont déchiré les pistes d'atterrissage, les hangars, les routes et les villages voisins sans distinction aucune, consumant tout sur leur passage dans un nuage de feu dévastateur. L'opération Barbarossa, l'invasion surprise d'Hitler contre l'Union soviétique, venait de commencer avec une brutalité inouïe. C'était l'un des coups les plus dévastateurs que la nation ait jamais enduré à travers sa longue et tumultueuse histoire. On estime que près de 3000 appareils soviétiques ont été détruits pendant cette offensive initiale, y compris la plupart des nouveaux chasseurs Mikoyan Gourevitch MiG-1, anéantis avant même d'avoir eu la moindre chance de prouver leur valeur au combat. Les soviétiques ne pouvaient pas laisser cette insulte sans réponse. Des escadrons entiers de MiG-3 plus récents ont commencé à décoller des pistes qui restaient intactes après le bombardement. Sur le papier, ces avions étaient plus rapides que les attaquants allemands, et bien que leurs armes fussent plus légères que celles de la Luftwaffe, les pilotes soviétiques croyaient fermement qu'ils pouvaient encore surpasser leurs ennemis dans les airs. Il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point ils avaient tort dans leurs estimations. À basse altitude, leur avantage de vitesse s'évaporait complètement, et chaque sortie devenait un pari risqué avec la mort. Pendant que la Luftwaffe continuait à terroriser village après village à travers le territoire soviétique, les ingénieurs travaillaient frénétiquement jour et nuit, déterminés à forger un nouveau guerrier aérien capable de chasser ces oiseaux nazis du ciel une bonne fois pour toutes. Les entreprises aérospatiales soviétiques ont œuvré sans relâche pour livrer l'appareil qui pourrait renverser l'équilibre de la guerre dans les cieux européens, mais elles luttaient contre des obstacles insurmontables. La nation accusait plusieurs années de retard dans les recherches qui avaient déjà permis à l'Allemagne de commencer à assembler des chasseurs à réaction. Pire encore, son industrie était au bord de l'effondrement total. D'innombrables usines avaient été soit détruites par l'avancée nazie, soit déplacées à la hâte vers l'Est, où les ouvriers peinaient à trouver même les matériaux de base nécessaires pour maintenir la production en vie, sans parler de créer les composants complexes requis pour assembler des avions de pointe. Mais lorsque l'Allemagne s'est effondrée en 1945, les soviétiques ont été les premiers sur place pour réclamer le butin de guerre, parmi lesquels figuraient les plans détaillés des appareils les plus redoutés du Reich. Soudainement, ils avaient rattrapé leur retard technologique et en l'espace d'une année après la victoire, le MiG-9, le premier chasseur à turboréacteur soviétique, décollait déjà des pistes d'essai. Propulsé par des copies soviétiques de moteurs allemands, il a poussé l'aviation soviétique plus près que jamais du mur du son, atteignant des vitesses dépassant les 800 km/h. Pourtant, alors que la guerre froide commençait à s'intensifier dangereusement, les soviétiques avaient faim de davantage de puissance et de vitesse. Avant la fin de la décennie, Mikoyan Gourevitch a dévolé le MiG-15, un jet élégant capable d'atteindre Mach 0,9, soit 1100 km/h. En 1952, le MiG-17 avait déjà construit sur le succès de son prédécesseur, atteignant Mach 0,93, soit 1144 km/h. Malgré ces progrès impressionnants, la quête soviétique de vitesse demeurait insatisfaite et les ingénieurs continuaient à pousser les limites. Puis, en 1955, après des années de recherche acharnée et d'essais intensifs, Mikoyan Gourevitch a livré une machine qui pouvait enfin briser le mur du son de manière fiable. Avec une vitesse maximale de 1450 km/h, le MiG-19 était l'appareil soviétique le plus rapide jamais construit jusqu'alors.
Cela aurait dû être l'un des moments les plus fiers de la nation soviétique, si ce n'était le fait que juste un an plus tôt, l'Amérique avait dévoilé le F-100 Super Sabre, capable de voler à des vitesses dépassant les 1480 km/h. Maintenant, même le vol supersonique ne suffisait plus pour impressionner ou dominer. D'une manière ou d'une autre, l'Union soviétique devrait créer un appareil capable non seulement de franchir la barrière du son, mais d'aller 2 fois plus vite que cette limite mythique. La guerre de Corée a servi de terrain d'essai crucial pour les soviétiques. Alors que des escadrons entiers de MiG prenaient leur envol, les ingénieurs remplissaient des carnets entiers d'observations détaillées, notant les lacunes de leur création, tout en esquissant les silhouettes de leurs rivaux occidentaux pour mieux les étudier. Bientôt, des prototypes pour un nouvel appareil ont commencé à émerger sur les planches à dessin de Mikoyan Gourevitch. Les premiers concepts, IE-1 et IE-2, portaient des ailes en flèche et une prise d'air nasale proéminente à l'avant. Mais si les soviétiques voulaient créer un jet qui pourrait vraiment surpasser l'Occident de manière décisive, ils auraient besoin de quelque chose de plus audacieux et révolutionnaire. Ce pari a pris la forme du prototype IE-4. Au lieu des ailes en flèche traditionnelles, il arborait une aile delta triangulaire épurée, conçue pour offrir aux pilotes une meilleure stabilité et une efficacité énergétique supérieure à des vitesses supersoniques. C'était une vision audacieuse et risquée, mais lorsque la nouvelle génération de prototypes à aile delta a commencé à rugir sur les pistes pour leur premier vol durant l'été de 1955, les officiels soviétiques qui observaient depuis le sol savaient que l'idée de Mikoyan Gourevitch avait un énorme potentiel pour l'avenir. Cependant, il n'y avait aucun temps pour l'entreprise de se reposer sur ses lauriers. L'entreprise rivale Sukhoi se préparait à dévoiler son propre intercepteur révolutionnaire, le Su-9, menaçant de s'approprier les ressources précieuses et les contrats gouvernementaux dont le bureau d'études MiG avait besoin pour survivre dans ce climat de compétition féroce. Si la dynastie MiG devait perdurer et maintenir sa domination, le nouveau MiG devait se prouver non seulement comme un intercepteur convenable, mais aussi comme le chasseur ultime de l'Union soviétique. Il devait être puissant, tout en restant pratique. Suffisamment simple pour être produit en masse dans les usines soviétiques, assez léger pour manœuvrer avec agilité, et facile à entretenir, même pour des équipes au sol disposant de peu d'expérience technique. Les ingénieurs ont trouvé un moyen de répondre à toutes ces exigences contradictoires, avec l'introduction du turboréacteur à post-combustion Tumansky R-25. Ce n'était pas le moteur le plus puissant que l'URSS pouvait construire à l'époque, mais il était efficace, fiable, et surtout disponible en quantité suffisante pour la production de masse. La conception finale était loin d'être parfaite, et présentait plusieurs défauts notables. Des réservoirs de carburant mal disposés rendaient l'appareil instable à mesure qu'il se vidait progressivement, parfois même privant le moteur de carburant en plein vol et risquant une défaillance catastrophique lors de manœuvres brusques et violentes. Ces ailes delta lui donnaient des taux de montée fulgurants qui impressionnaient les observateurs, mais elles venaient avec un compromis punitif qui devenait évident au combat. Pendant les batailles aériennes, chaque virage serré saignait une vitesse précieuse que le pilote mettait du temps à récupérer. Pourtant, malgré tous ces défauts et imperfections, le chasseur pouvait encore fendre l'air à 2175 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse du son. En 1956, l'appareil sortait déjà des chaînes de production en série. L'ère du MiG-21 venait de commencer. Mesurant un peu moins de 14 mètres de longueur et pesant à peine moins de 6000 kg, le nouveau chasseur de l'Union soviétique était bien plus léger que ses rivaux américains qui dominaient les cieux occidentaux. De l'autre côté de l'océan, des modèles comme le Phantom F-4D faisaient pencher la balance à près du double de ce poids considérable. Sur le papier, le cadre allégé du MiG-21 aurait dû lui donner l'avantage décisif en vitesse brute et en maniabilité supérieure. Dans la pratique cependant, même avec son poids réduit soigneusement calculé, l'appareil peinait souvent à maintenir le rythme face aux chasseurs américains les plus performants. Mais pour les soviétiques, cette limitation technique n'était plus un obstacle insurmontable qui compromettrait leur stratégie globale. Avec des usines capables de les produire par centaines chaque année, ces chasseurs attaqueraient en meute coordonnée, submergeant leurs victimes par le nombre, même si individuellement ils ne pouvaient pas voler aussi vite que leurs adversaires. Pourtant, il restait encore une faiblesse critique majeure que les soviétiques devaient absolument résoudre avant de déployer leurs nouveaux jets sur les théâtres d'opérations réels. Même si des escadrons entiers de MiG-21 parvenaient à encercler les chasseurs occidentaux dans des formations serrées, il manquait cruellement de la puissance de feu nécessaire pour garantir la victoire au combat. Les premières versions du jet ne transportaient que 2 canons jumelés de 30 mm montés dans le nez, un armement à peine suffisant face aux missiles guidés de fabrication américaine qui équipaient déjà les chasseurs ennemis. Pour aggraver encore la situation désastreuse, le radar primitif et peu fiable du chasseur était complètement inutile pour traquer les ennemis à distance respectable,
ne servant que comme une aide de visée rudimentaire que les pilotes ne pouvaient utiliser qu'une fois la cible déjà visible à l'œil nu devant eux. Mais la technologie des missiles soviétiques accusait un retard considérable par rapport à celle de l'Occident, qui innovait constamment. Pendant un moment troublant, il semblait que la survie du MiG-21 dépendrait uniquement des compétences exceptionnelles de pilotes audacieux et de manœuvres aériennes téméraires exécutées à la perfection. Cependant, juste avant que le MiG-21 ne soit formellement déployé pour le combat réel, un cadeau providentiel est tombé du ciel, littéralement, directement entre les mains soviétiques, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. À la fin des années 1950, Washington n'a pas perdu le temps pour exporter certaines de ses armes les plus avancées et sophistiquées afin de contenir la marée communiste qui menaçait de submerger l'Asie. Lorsque les forces chinoises ont tourné leurs canons vers Taïwan dans une tentative d'invasion, il n'a pas fallu longtemps avant que des missiles de fabrication américaine ne strient le champ de bataille dans des traînées mortelles. Les MiG-17 chinois ont commencé à décoller des pistes vers les positions ennemies concentrées sur les côtes taïwanaises, pour être accueillis en plein vol par des F-86 sabres de construction américaine pilotés par des Taïwanais déterminés. Ces appareils étaient légèrement plus rapides que les chasseurs chinois, mais plus important encore, ils transportaient une arme dévastatrice et révolutionnaire qui changerait à jamais la nature du combat aérien moderne. L'IM-9 Sidewinder était le tout premier missile guidé par infrarouge au monde, une merveille technologique qui semblait sortir directement de la science-fiction. À l'époque de son introduction, le Sidewinder était si exclusif et secret que même l'armée de l'air américaine n'y avait qu'un accès limité, son utilisation étant strictement réservée à la marine des États-Unis, qui en gardait jalousement le monopole. Au moment où le Sidewinder est entré en combat pour la première fois au-dessus du détroit de Taïwan, les règles ancestrales de la guerre aérienne ont changé pour toujours et de manière irréversible. Un pilote n'avait plus besoin de se rapprocher dangereusement et d'aligner un tir de canon parfait en suivant sa cible dans des manœuvres périlleuses. D'une simple pression sur un bouton dans le cockpit, un missile pouvait être lancé à distance respectable, se verrouillant automatiquement sur la signature thermique du jet ennemi et corrigeant sa propre trajectoire de vol pendant que la cible tentait désespérément de s'échapper par des virages serrés. Plus souvent qu'autrement, l'engagement se terminait par une explosion tonitruante et une épave en spirale plongeant vers le sol dans un nuage de fumée noire. Au-dessus du détroit de Taïwan, le Sidewinder a prouvé sa puissance dévastatrice de manière spectaculaire. Vague après vague, les attaques chinoises étaient repoussées sans pitié, leur formation soigneusement préparée brisée en morceaux par une arme que les communistes ne pouvaient pas encore égaler dans leurs arsenaux. Cependant, cette victoire technologique impressionnante est venue avec un coup lourd et inattendu pour les Américains. Lors d'un engagement particulièrement féroce dans les cieux, un pilote taïwanais a tiré un Sidewinder sur un MiG-17 chinois qui manœuvrait agressivement. Le missile a trouvé sa cible avec précision mortelle, mais au lieu d'exploser comme prévu dans une boule de feu, il s'est logé profondément dans le fuselage de l'appareil, restant intact et refusant obstinément de détonner malgré l'impact violent. Luttant désespérément pour garder le contrôle de son appareil gravement endommagé qui vibrait dangereusement, le pilote chinois s'est désengagé du combat et a boitillé péniblement jusqu'à sa base militaire, ramenant avec lui ce qui allait devenir l'un des plus grands trésors technologiques que les ingénieurs soviétiques aient jamais reçus dans toute leur histoire. Le missile a été soigneusement retiré du fuselage endommagé et examiné avec une attention méticuleuse par des experts. C'était un trésor technologique largement au-delà de tout ce que les soviétiques avaient réussi à développer jusqu'à présent dans leur propre laboratoire secret. Exactement comme ils avaient autrefois procédé à l'ingénierie inverse des armes allemandes capturées pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un succès remarquable, les scientifiques soviétiques allaient maintenant faire exactement la même chose avec cette création américaine, tombée entre leurs mains par un coup de chance incroyable. Chaque composant du Sidewinder a été démonté pièce par pièce, photographié sous tous les angles possibles, mesuré avec une précision millimétrique, analysé chimiquement et reproduit dans les usines soviétiques avec une détermination absolue. Les chercheurs ont passé des mois interminables à étudier le système de guidage infrarouge sophistiqué, déchiffrant les secrets de sa conception ingénieuse qui permettait aux missiles de suivre la chaleur des moteurs ennemis avec une précision terrifiante. En 1961, après des années de travail acharné jour et nuit, les soviétiques avaient leurs nouvelles armes prêtes à être déployées sur le front. Le K-13 était une copie presque parfaite du Sidewinder américain, reproduisant fidèlement chaque caractéristique essentielle de l'original avec une précision impressionnante. Une fois qu'il a été attaché sous les ailes du MiG-21 dans des configurations d'emport variées, l'appareil avait enfin la morsure mortelle nécessaire pour égaler sa vitesse redoutable et sa réputation grandissante. Le chasseur soviétique n'était plus seulement rapide et agile, il était désormais armé jusqu'aux dents, avec des missiles capables de traquer et détruire n'importe quelle cible dans un rayon mortel.
Les premières rencontres entre les pilotes américains et le MiG-21 ont eu lieu dans les cieux hostiles au-dessus du Vietnam au milieu des années 1960, marquant le début d'une nouvelle ère sanglante dans la guerre aérienne. Après plusieurs années d'implication croissante dans la lutte acharnée entre le Nord communiste et le Sud soutenu par l'Occident, l'Amérique était enfin prête à envoyer des troupes de combat en nombre massif pour renverser le cours du conflit. Ni les stratèges militaires expérimentés ni les politiciens ambitieux de Washington ne voulaient d'un conflit prolongé et coûteux qui s'enliserait dans la boue des rizières. Afin de garantir une victoire rapide et décisive qui éviterait un enlisement catastrophique, des centaines d'appareils américains ont rejoint l'opération Rolling Thunder avec un objectif clair et brutal. Ils ont déversé des milliers de tonnes de bombes sur des cibles stratégiques situées dans le nord communiste, déterminés à écraser toute résistance que les troupes américaines pourraient rencontrer, avant même qu'elles n'aient la moindre chance de se propager et de s'organiser efficacement. Cette campagne était censée être une opération rapide et décisive qui mettrait fin à la guerre en quelques mois seulement. Mais les Américains avaient gravement sous-estimé la détermination et les capacités de leur ennemi qui se préparait silencieusement à leur infliger des pertes terribles. Le 7 juillet 1966 restera gravé dans la mémoire collective comme l'un des jours les plus sombres pour l'aviation américaine au Vietnam. Le capitaine de l'armée de l'air américaine Toms pilotait son Republic F-105 Thunder Chief près de Hanoï lors d'une mission de bombardement de routine qui semblait ne présenter aucun danger particulier ce matin-là. Soudainement, sans le moindre avertissement radar qui aurait pu lui permettre de réagir à temps, il s'est retrouvé flanqué par deux MiG-21 pilotés par Nguyen Nhat Chieu et son ailier dévoué Tran Ngoc Siu, tous deux membres d'élite de la force aérienne populaire vietnamienne qui avaient perfectionné leur tactique de chasse pendant des mois d'entraînement intensif. Nguyen était déjà une menace redoutée et reconnue dans les rangs américains, crédité d'avoir abattu un F-4 Phantom II américain alors qu'il pilotait encore l'ancien MiG-17 lors d'engagements précédents qui avaient fait sa réputation. Maintenant, aux commandes du MiG-21 bien plus rapide et mortel, il était devenu absolument inarrêtable et représentait un danger permanent pour tout pilote américain qui osait s'aventurer dans son secteur de patrouille. Ce jour fatidique, son ailier Tran allait le prouver de manière spectaculaire et terrifiante pour les Américains qui observaient impuissants depuis leur cockpit. Profitant intelligemment de leur avantage de vitesse supérieure et de la surprise totale de leur attaque, les deux pilotes vietnamiens ont réduit rapidement la distance avec le capitaine Thomas avant qu'il ne puisse entreprendre la moindre manœuvre d'évasion désespérée pour sauver sa vie. Un missile K-13 tiré par Tran a trouvé sa cible avec une précision mortelle et dévastatrice, envoyant le Thunder Chief lourdement chargé et son pilote expérimenté s'écraser violemment vers le sol dans une spirale de fumée noire qui marquait la fin brutale d'une carrière prometteuse. Dans les années qui ont suivi cet engagement meurtrier, cette scène terrible est devenue un spectacle standard et répété dans les cieux vietnamiens où la mort planait constamment. Chi-Yeu lui-même allait poursuivre sa chasse impitoyable pour revendiquer 4 victoires supplémentaires, confirmées en pilotant son MiG-21, obtenant ainsi le statut prestigieux d'As aux côtés de 13 autres pilotes vietnamiens pilotant des MiG-21 à travers toute la région de combat où il semait la terreur parmi les formations américaines. Le jet soviétique, bien qu'il dépendît fortement des contrôleurs au sol pour le vectoriser vers les cibles potentielles et qu'il manquât cruellement de l'autonomie de combat des jets américains bien plus avancés technologiquement, était néanmoins un prédateur vicieux et impitoyable qui excellait dans les embuscades rapides. Il s'est rapidement transformé en un des appareils les plus redoutés par les pilotes américains stationnés au Vietnam qui savaient que chaque mission pouvait être leur dernière. Cependant, leurs attaques dévastatrices ne reposaient pas uniquement sur la force brute de leurs missiles ou la vitesse supersonique de leurs chasseurs légers. Les pilotes nord-vietnamiens avaient voyagé jusqu'en Union soviétique pour recevoir une formation pratique et stratégique approfondie sur la guerre aérienne moderne, devenant de véritables maîtres de la tromperie tactique et des techniques de guérilla aérienne qui déstabilisaient complètement les Américains habitués à des combats conventionnels. Dans certaines rencontres soigneusement orchestrées qui ressemblaient à des pièges mortels, des escadrons de MiG appâtaient délibérément les chasseurs américains confiants dans une poursuite apparemment facile, pour qu'un autre vol caché de MiG-21 se referme sournoisement par derrière et tire ses missiles avant même que les Américains ne réalisent qu'ils étaient tombés dans une embuscade parfaitement coordonnée. Encore et encore, des fantômes tombaient dans ces pièges sophistiqués, abattus par un ennemi qui combattait selon ses propres règles impitoyables et qui refusait obstinément de se plier aux doctrines occidentales du combat aérien honorable. L'Amérique avait désespérément besoin d'un changement radical de stratégie, et ce besoin devenait plus urgent à chaque pilote perdu dans les jungles vietnamiennes.
Il n'y avait absolument aucun temps disponible pour concevoir de nouveaux appareils révolutionnaires ou développer des armes plus avancées dans les laboratoires secrets américains. Frapper les MiG au sol sur leur base aérienne fortifiée était également hors de question, car toute attaque directe contre les aérodromes nord-vietnamiens risquait dangereusement de toucher des conseillers soviétiques ou chinois présents sur place et d'escalader dramatiquement la guerre vers un conflit mondial catastrophique que personne ne voulait vraiment affronter. La seule véritable option qui restait aux stratèges américains était de battre le MiG-21 à son propre jeu mortel en utilisant la tromperie tactique, les embuscades coordonnées et le combat rapproché impitoyable où l'habileté du pilote comptait plus que la technologie embarquée. Le colonel Robin Holtz a été soigneusement choisi pour diriger la mission audacieuse qui allait renverser les tables contre les Nord-Vietnamiens, trop confiants dans leur supériorité tactique. Volant en formation serrée avec un groupe de F-4 Phantom soigneusement sélectionné, Holtz a imité avec précision les routes de vol, les vitesses caractéristiques et les indicatifs radio des bombardiers F-105, plus lents et beaucoup plus vulnérables qui constituaient habituellement des cibles faciles pour les chasseurs ennemis affamés. Cachés à proximité dans les nuages, des avions espions C-130 équipés d'électronique sophistiquée suivaient attentivement les bavardages radio ennemis et les mouvements détectés par leurs capteurs sensibles. Ils alimentaient constamment Holtz avec des mises à jour précises afin qu'ils puissent frapper au moment parfait où les MiG seraient le plus vulnérables et exposés. Les MiG-21 ont fondu depuis leur altitude de patrouille en s'attendant à trouver des bombardiers sans défense, chargés de munitions lourdes, et soudainement l'enfer s'est déchaîné dans les cieux vietnamiens. Brusquement, ils se sont retrouvés face à face avec une meute de chasseurs américains prêts à les abattre sans pitié. Et en quelques minutes chaotiques de combats aériens intenses, 7 MiG-21 ont été détruits dans des explosions spectaculaires qui ont illuminé le ciel de leurs débris enflammés. C'était l'une des missions américaines les plus réussies contre une formation de MiG jusqu'à présent dans toute la guerre du Vietnam. Pourtant, même cette victoire impressionnante et célébrée ne pouvait pas fondamentalement changer le cours de la campagne aérienne qui continuait à tourner en faveur des Nord-Vietnamiens déterminés. En 1968, après des années de combats acharnés et coûteux, près de 1000 appareils américains avaient été perdus dans les cieux hostiles du Vietnam, beaucoup d'entre eux tombant sous le feu meurtrier des MiG qui continuaient à dominer leur espace aérien avec une efficacité redoutable. Washington n'avait plus d'autre choix politique viable que de mettre fin à l'opération Rolling Thunder, qui se révélait être un échec stratégique, coûteux en vies humaines et en matériel. C'était la marine américaine qui a d'abord décidé que ses pilotes avaient désespérément besoin d'une formation spécifique et approfondie pour survivre aux conditions brutales du Vietnam, où les règles traditionnelles du combat aérien ne s'appliquaient plus. Le résultat de cette réflexion a été la création d'une nouvelle école d'armes d'élite, mieux connue aujourd'hui sous le nom légendaire de Top Gun, qui allait révolutionner l'entraînement des pilotes de chasse. Un petit groupe d'instructeurs, triés sur le volet, a été soigneusement assemblé, chacun étant un spécialiste reconnu dans des domaines cruciaux, comme les armements sophistiqués, les tactiques de combat avancées et l'analyse détaillée des menaces ennemies. Ensemble, ils ont construit un programme d'entraînement intensif, spécialement adapté aux réalités brutales du Vietnam, et ont commencé